On est le 31 décembre 1999 et le monde retient son souffle. Plusieurs milliers de personnes sont de garde en France et se posent la même question. Est-ce que nos systèmes informatiques sont prêts pour le passage à l'an 2000 ? Est-ce que le monde va s'effondrer ? Bienvenue à tous, c'est Dazai, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, on va parler du passage à l'an 2000, plus connu sous le nom de bug de l'an 2000. Alors le bug de l'an 2000, beaucoup en ont entendu parler, mais en réalité, pour les personnes nées après 2000, peu de gens savent vraiment à quoi ça correspond, ni les enjeux aussi bien financiers que sociaux que ce dysfonctionnement a impliqué. Alors qu'est-ce que c'est exactement que ce fameux bug ? En fait, dans les années 1900, le format des dates est souvent réduit à 2 chiffres pour le système informatique. Donc par exemple, 1901 s'écrit 01, 1995 95, 1999 99, et donc vous avez compris où je veux en venir. Qu'est-ce qui va se passer en 2000 puisqu'on va écrire 00 ? Est-ce que les systèmes informatiques vont comprendre qu'on est passé en 2000 ou est-ce qu'ils auront l'impression qu'on est retourné en 1900 ? Avant toute chose, c'est important qu'on comprenne de quoi on parle. Premièrement, le système d'information noté SI est un ensemble de ressources et de dispositifs permettant de collecter, stocker, traiter et diffuser les informations nécessaires au fonctionnement d'une organisation. Il peut s'agir d'informations fiscales, financières, comptables, commerciales, managériales, etc. Alors attention, le système d'information ne doit pas être confondu avec le système informatique. Le système informatique, c'est un sous-ensemble du système d'information. Il regroupe l'ensemble des moyens informatiques nécessaires au traitement de l'information, c'est-à-dire les ordinateurs, programmes, réseaux, logiciels. En revanche, de nos jours, avec l'ère du numérique, on peut presque dire que système d'information égale système informatique, puisque tout est numérisé, et on va assumer que c'est le cas dans cette vidéo. Voilà, maintenant que ça s'est posé, on va essayer de comprendre comment est apparu ce bug, et pour ça on va un peu remonter dans le temps et voir ensemble l'histoire de l'évolution des ordinateurs. Je vais vous expliquer ça rapidement, mais si ça vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo entière. Donc on est en 1945, c'est l'apparition de la première génération d'ordinateurs. À cette époque-là, on se sert de tubes à vide pour faire principalement des calculs simples, du style addition, multiplication, etc. Et on commence à avoir les prémices de ce qu'on peut appeler un système de mémoire. Entre 1957 et 1965, on a la deuxième génération d'ordinateurs qui arrive. Elle est basée sur l'invention du transistor pour remplacer les tubes à vide, et on a les prémices de ce qu'on appelle la microprogrammation qui serait utilisée dans nos processeurs actuels. C'est aussi à ce moment-là que sont inventés les premiers disques durs ainsi que le premier langage de programmation de haut niveau, c'est-à-dire un langage facilement compréhensible par des humains. Entendre, pas des 0 et des 1 quoi. Entre 1963 et 1971, c'est la troisième génération d'ordinateurs. Ces nouveaux ordinateurs ont un circuit intégré et c'est à ce moment-là que l'informatique va exploser. La NASA utilise l'informatique pour sa mission Apollo, les missiles balistiques sont assistés par l'informatique et c'est l'invention des mini-ordinateurs en 1972. Alors, mini-ordinateur, bon, ça représente quand même un truc bien plus gros qu'un ordinateur fixe à l'heure actuelle, mais c'est quand même une belle prouesse par rapport à ce qui était fait avant. Et donc on arrive à la quatrième génération, entre 1971 et la fin des années 1980, équipée de microprocesseurs. C'est en fait des circuits intégrés qu'on a réussi à miniaturiser. Problème, avant la quatrième génération, donc avant cette miniaturisation, la mémoire ça coûte cher, voire même très cher. Certains ordinateurs, ils stockent leurs données sur des cartes perforées, qui peuvent contenir que 80 caractères. Dis-toi que quand tu fais un long tweet pour te prendre juste un palu ou un ah bâtard tu débites, t'en as des choses à dire, bah le tweet on peut même pas le stocker sur la carte. Donc ce problème de place, ça a forcé à l'époque à trouver des solutions pour pouvoir optimiser la mémoire. Et pour ça on s'est dit, on va écrire les années avec seulement les 2 derniers chiffres. Ça pourra nous faire économiser 2 caractères. Sauf que malgré les progrès technologiques, cette habitude elle est restée chez les développeurs, même sur les nouveaux systèmes. Alors je vous rassure, la plupart des applications et des systèmes informatiques actuels, ils sont pas affectés par ce problème de format, parce qu'ils se basent sur un stockage en timestamp Unix. En gros, on compte le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit, et ça donne un nombre, et du coup on peut convertir ce nombre de secondes en une date très précise à la seconde près. Donc nous, notre problème à l'époque, c'est qu'avec notre manière de stocker les années, on sait pas trop ce qui va se passer en 2000. Est-ce que les systèmes ils vont complètement dysfonctionner ? Par exemple, pour les logiciels de comptabilité, comment est-ce qu'on va faire pour facturer après l'an 2000 ? Je voudrais faire une saisie sur le mois de janvier 2000, il me met janvier 92 et il me marque mois antérieur au premier exercice. D'ici 2 mois, le programme de la comptabilité sera changé. Coût de l'opération, 70 000 francs et des heures de travail de saisie. Ou pire, on peut s'imaginer l'arrêt des centrales nucléaires, et donc plus d'électricité. Les métros qui s'arrêtent, les avions qui savent plus où aller, les armes nucléaires qui seront plus contrôlées. En gros, on a peur d'un gros plantage, quoi. Le problème, c'est que tout ça, ça va être exacerbé par les médias quand ça va être rendu public. Et la non-maîtrise de l'informatique de la population, surtout à cette époque, et bah ça donne qu'il y a une vraie psychose qui s'installe. Aux États-Unis, par exemple, la vente d'armes à feu va grimper en flèche en réaction à la peur, et des provisions seront achetées en masse. Pour les plus jeunes qui n'ont pas connu l'an 2000, c'est un peu ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, où tu vois ta voisine acheter un casier entier de papier toilette et d'huile d'olive. Mais bon, pour l'instant on n'en est pas encore là. Pour l'instant on est chez IBM, un constructeur d'ordinateurs, et là il y a un ingénieur qui s'appelle Peter De Jager. Il travaille là-bas depuis 1980 et il fait que d'avertir sur ce fameux bug, mais globalement tout le monde lui répond
Ah ouais, chaud. Donc il va quitter l'entreprise en 1995 pour créer son centre d'information sur le passage à l'an 2000 avec son site www.years2000.com. Et rapidement sur internet, on va avoir flopé d'autres sites qui vont apparaître pour parler de ce fameux problème et ça va énormément contribuer à ce que le monde entier se rende compte qu'il est peut-être temps de faire quelque chose. C'est donc peu de temps après cette date que se met en place l'opération Passage à l'an 2000. Les services de renseignement américains sont carrément impliqués en 1996. On a la création d'une cellule de responsabilité par le vice-président et il y a même une salle de commandement avec une visibilité mondiale sur chaque pays et leur avancement sur le projet. En France, le pilotage gouvernemental démarre en 1998. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, la charge de travail a été telle sur les informaticiens que la conversion à l'euro a dû être repoussée après le 1er janvier 2000, sauf pour tout ce qui concernait directement les marchés financiers. Et donc ce passage a été effectué plutôt entre 2000 et 2001. Alors quelles sont les pistes qu'on a à ce moment-là pour gérer ce fameux bug? Et bien en fait il y a deux grandes écoles. On a le choix entre remplacer le matériel informatique, changer les systèmes d'exploitation pour avoir un système d'exploitation qui n'a pas ce bug, changer les applications, bref, l'option du changement. De vérifier toutes les cartes qui sont en circulation chez les clients depuis les 10 dernières années. Et on a des problèmes. Et ces problèmes, on ne peut pas forcément les résoudre par la programmation, ce qui est le cas d'un ordinateur où il suffit de changer le programme, mais c'est le hard, le matériel qui ne va pas. Ou bien d'un autre côté, on peut essayer plutôt de réparer ces systèmes d'exploitation et les applications. Les entreprises qui devaient faire ce choix, elles ont dû prendre en compte plusieurs paramètres. Déjà pour commencer, quel matériel est impacté? Par exemple, tout ce qui est matériel scientifique et qui a pour seul objectif de faire des calculs, il n'y a pas vraiment d'impact en cas de panne. Et puis il n'y a pas de raison que la date influe sur les calculs. On a aussi tout ce qui fonctionne en temps réel, par exemple les centrales nucléaires, l'aviation, le spatial, l'armement. Dans ces domaines-là, on n'utilise quasiment jamais les années. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est le moment présent. Donc il n'y a pas de raison que le bug affecte ces systèmes non plus. Alors bon, quand même, c'est des sujets tellement sensibles que dans ces cas-là, par précaution, on a quand même tout reprogrammé pour être sûr. La composante de la complexité, c'est aussi un paramètre important à prendre en compte. Si on veut remplacer, il faut faire une migration de toutes les données. Et non seulement ça c'est compliqué à faire, mais en plus ça prend beaucoup de temps et de ressources. La chance en Europe, c'est qu'avec l'arrivée de l'euro, il y a beaucoup d'entreprises qui avaient prévu une mise à jour de leurs applications pour une version qui serait compatible avec l'euro. Et en s'y prenant à temps, on a pu intégrer la correction du bug dans cette mise à jour. Et il y a d'ailleurs une très grande partie des entreprises françaises qui ont fait comme ça. Pour ceux qui s'y sont pris au dernier moment, ils n'ont pas eu le choix, en raison des contraintes techniques et organisationnelles, d'opter pour la stratégie de la réparation. Le vrai défi, c'est pas tant la complexité, mais surtout la quantité. En fait, tout est informatisé. Les digicodes, les puces dans les cartes d'accès, les ascenseurs, les chaudières, bref, il faut passer partout. Et c'est ça qui fait vraiment peur. Et donc finalement, on va avoir une répartition à peu près de 60-40, c'est-à-dire 60% qui vont remplacer et 40% qui vont réparer. Dans tous les cas, toutes les entreprises avaient l'obligation d'avoir un responsable en 2000 pour pouvoir piloter tout ça, et les entreprises avaient même prévu des plans de secours au cas où. Donc on arrive le 31 décembre 1999, le jour fatidique, et là, l'affichage du compte à rebours de la Tour Eiffel tombe en panne. Alors rien à voir avec le bug de l'an 2000, c'est juste l'affichage qui passe de J- quelque chose à un affichage avec des heures, vous savez, heures, minutes, secondes, avant la nouvelle année, qui était mal codé. Et ça a planté. Mais du coup, ça a attisé encore l'angoisse. Ce soir-là, pour pouvoir surveiller les systèmes informatiques, on a un dispositif important d'astreinte qui est mis en place. Par exemple, au ministère de l'économie, c'est 500 personnes qui sont mobilisées, et c'est globalement des centaines de milliers d'informaticiens en France. Des informaticiens à la retraite sont même appelés, car c'est les seuls à maîtriser les codes qu'il faut corriger. Le ministère de l'économie a mobilisé près de 500 personnes, plus tout un réseau d'informateurs dans le monde entier pour guetter le passage à l'an 2000 et le BOG. Une véritable bombe à retardement qui pourrait s'être levée au cœur des systèmes informatiques. Finalement, comme certaines parties du monde passaient à la nouvelle année avant d'autres, à cause du décalage horaire, la France apprend de pays comme le Japon ou l'Australie par exemple que tout s'est bien passé et les gens commencent à être rassurés. L'an 2000 est arrivé sur Terre par les îles Tonga. Le Pacifique annonce de bonnes nouvelles, le monde respire. En attendant, celles venant du Japon, de la Chine et de la Russie avec ses centrales nucléaires et ses missiles. Nos amis australiens et néo-zélandais sont en train de faire la fête. Pour l'instant, tout va bien. Alors quand même, petite anecdote marrante, Auckland sont les premiers à passer en 2000 et envoient un mail au monde entier pour leur dire que tout va bien, tout s'est bien passé. Sauf que le mail il est daté du 1er janvier 100. Bon, en dehors de ça, il s'est rien passé, si c'était quelques bugs mineurs isolés ou des fausses dates sur certains sites internet. Autant dire, rien de bien grave. Pour faire le bilan de l'opération, l'entreprise Gartner estime que le coût total en dollars dans le monde est entre 300 et 600 milliards de dollars, avec une répartition assez équivalente entre Europe, Asie et Amérique. En France, c'est 120 milliards de francs qui ont été dépensés, et ça correspond à peu près à 26,4 milliards d'euros. Globalement, ce bug, il a créé pas mal d'emplois dans l'IT, dans les années 2000 pour couvrir la charge de travail, mais du coup forcément il y a eu une dépression de ce marché en 2002 une fois que la crise était passée. Il y a aussi eu tout un débat sur la responsabilité, et en France globalement ça s'est conclu par le fait qu'on a dit que la programmation des années à deux chiffres, elle avait un vrai motif
technique et économique, que c'était un choix délibéré et que personne n'a jamais demandé à ce que ce soit fait autrement. Donc en fait, personne n'a jamais rien caché. Donc on n'a pas pu appliquer la garantie légale contre les vices cachés, et donc globalement, c'est pas la faute des constructeurs. Et aux USA, il y a carrément une loi qui est passée pour obliger tous les systèmes informatiques à respecter certains prérequis du gouvernement. Vous pensez que c'était fini? Eh ben non, on est en 2020 et il y a des petits bugs un peu partout dans le monde. À New York, les parkmets sont HS, le jeu WWE 2K20 fait que crash, des caisses enregistreuses en Pologne fonctionnent plus. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben en fait, c'est des restes du bug de l'an 2000. Je m'explique. À l'époque, pour rappel, certaines entreprises ont fait le choix de la reprogrammation. Et du coup, parmi ces entreprises, certaines ont opté pour la stratégie de l'année pivot, aka la stratégie du « on verra plus tard pour faire les choses correctement ». En gros, on a reprogrammé les choses en disant tout ce qui est entre 00 et 19, ça compte comme les années 2000. Et tout ce qui est entre 20 et 99, c'est les années 1900. Donc en gros, à l'époque, ça permettait d'avoir un système qui fonctionne en 1999 et en 2000. L'idée, c'est de dire ouais, on décale le problème à 2020. D'ici là, les systèmes actuels, ils auront été remplacés, donc aucun souci. Pas de chance, ça n'a pas été le cas de tous les systèmes, et donc ceux qui embarquaient cette correction, ils ont planté en 2020. Vous repensiez que c'était fini? Eh bah, 2038. Et plus précisément le 19 janvier 2038 à 3h14 et 7 secondes UTC, soit 5h14 chez nous. Vous vous souvenez au tout début quand je vous parlais des timestamps, une fameuse nouvelle manière de compter les dates qui compte les secondes depuis 1970? Et bah le 19 janvier 2038 à 3h14 et 7 secondes UTC, c'est la date limite pour être stocké dans un timestamp 32 bits. Au-delà de cette date, le chiffre est trop grand et on peut pas le stocker. Donc une fois que le timestamp aura dépassé la valeur suivante, il pourra plus être incrémenté. Donc là, deux possibilités, soit le timestamp recommence à 0, soit carrément le programme plante. Dans les deux cas, ça sent pas super bon. Bon, on est plus ou moins prêt en réalité, hein, avec l'expérience du bug de l'an 2000, et puis maintenant les systèmes d'exploitation ils sont codés en 64 bits. Et avec 64 bits, on pourrait stocker une durée 20 fois plus importante que la durée actuelle depuis la création de l'univers. Donc autant vous dire qu'on est tranquille pour un moment. En fait, le vrai souci, c'est plus en partie pour les ordinateurs qui utilisent encore du 32 bits, mais surtout pour les systèmes embarqués qui utilisent du 32 bits, comme les systèmes informatiques des voitures qui gèrent l'ABS ou l'ESP par exemple. Globalement, on estime que dans ces cas-là, si la date revient à 0, il n'y aura pas vraiment de souci. Et dans quelques cas, il faudra quand même mettre à jour les composants, et je vous rassure, on est bien au courant de ce qui va se passer, et il ne devrait pas y avoir plus de conséquences que pour le bug de l'an 2000. Vous croyez que c'était fini? Bah ouais, vous avez bien raison, ouais, c'est fini en gros. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Comme d'hab, vous retrouverez mes sources en description et si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner. Moi, je vous souhaite une super bonne journée. Allez, bisous l'équipe.